Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, objectif de la vidéo, s'intéresser d'un petit peu plus près à la notion d'éléments chimiques. Alors il faut savoir qu'il existe 118 éléments chimiques connus à ce jour. Dans ces 118 éléments chimiques, il y en a certains qui sont naturels, qu'on trouve dans la nature, et d'autres qui sont artificiels, c'est-à-dire créés par l'homme. Alors si on regarde le tableau périodique des éléments, ici c'est un extrait du tableau périodique, c'est pas le tableau périodique complet, eh bien, première chose qu'on peut remarquer, donc si on va zoomer sur une partie du tableau, donc ici on zoome sur une partie du tableau, et bien première chose qu'on peut remarquer, c'est que pour chaque élément chimique, regardez ici, nous avons un numéro atomique, n'oubliez pas numéro atomique, c'est-à-dire nombre de protons différents. Vous voyez que pour chaque élément, on a un numéro atomique différent. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. Première remarque qu'on peut faire, c'est qu'un élément chimique, eh bien, il va être caractérisé par son numéro atomique Z. Alors, si on s'intéresse par exemple à un élément chimique qui est le carbone, eh bien, on s'aperçoit que, vous remarquez qu'il existe trois formes différentes du carbone. Dans ces trois formes, bien évidemment, comme on vient de voir, on a le même numéro atomique Z. Par contre, ce qui va différer d'un élément, d'un atome à l'autre, c'est le nombre de nucléons. On voit qu'il existe trois formes d'atomes de carbone. Première forme avec 12 nucléons, deuxième forme avec 13 et troisième forme avec 14. Eh bien, ce type de noyau, on appelle ça des noyaux isotopes, c'est-à-dire ils possèdent le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons, donc forcément également un nombre de neutrons, différent. Donc ça, c'est une seconde définition que vous devez connaître, c'est que des noyaux isotopes possèdent le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons différents. Alors, si on s'intéresse de plus près à ce tableau, et notamment, de nouveau, on va pouvoir ici zoomer, eh bien, si on s'intéresse de plus près à la toute dernière colonne, celle que vous trouvez tout à droite du tableau, eh bien, cette colonne correspond à la famille des gaz nobles. Alors, qu'est-ce que les gaz nobles? Eh bien, il faut savoir déjà que les gaz nobles, nous les trouvons dans la nature à l'état atomique. Alors, c'est très rare. En fait, ils ne se combinent pas avec d'autres atomes. On va donc dire que ces gaz sont inertes chimiquement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner lieu à des réactions chimiques. Alors on va voir que ça va s'expliquer notamment par leur structure électronique. Alors intéressons-nous d'un petit peu plus près aux gaz nobles notamment, donc par le biais de la diapositive suivante. Alors sur la vidéo que vous voyez en ce moment là à l'écran, en fait cette vidéo raconte l'accident historique de l'Hindenburg. Alors l'Hindenburg, c'est un ballon dirigeable qui a été construit en 1937. Et en fait, cet accident s'explique parce que l'enveloppe du ballon dirigeable était remplie de dihydrogène. Et le dihydrogène, en fait, il y a eu une fuite. Celui-ci s'est mélangé au dioxygène de l'air et à la moindre étincelle, eh bien, ce mélange a pris feu. Alors, pourquoi ça a pris feu? Parce qu'en fait, le dihydrogène a donné lieu à une réaction chimique avec le dioxygène de l'air. Donc, suite à cet accident, ils se sont posé la question, par quel gaz pouvait-on remplacer le dihydrogène? Et la solution a été trouvée, on a remplacé ce gaz par de l'hélium. Alors, quel est l'intérêt d'avoir mis de l'hélium dans les ballons dirigeables? C'est tout simplement que l'hélium, c'est un gaz qui est inerte chimiquement, c'est-à-dire contrairement au dihydrogène, lui ne va donner lieu à aucune réaction chimique. Donc c'est vraiment intéressant puisque si dans l'Hindenburg on n'avait pas eu du dihydrogène mais de l'hélium, eh bien l'accident n'aurait jamais eu lieu. Alors, qu'en est-il de cette... comment peut-on expliquer finalement cette stabilité chimique? Eh bien elle va s'expliquer au niveau microscopique et notamment en s'intéressant de plus près à la structure électronique des gaz nobles. Alors intéressons-nous aux trois premiers gaz nobles connus, c'est-à-dire l'hélium, le néon et l'argon. Alors on sait que l'hélium possède deux électrons, on va donc avoir une structure électronique de type K2. On sait que le néon possède 10 électrons en tout, donc ils vont se répartir sur les deux premières couches électroniques. Donc on va donc se retrouver avec K2L8. Et puis l'argon, lui, possède 18 électrons en tout, donc ils vont se répartir sur les trois premières couches électroniques, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une structure du type K2L8M8. Alors on remarque dans les trois cas que, eh bien, dans les trois cas, si vous regardez la couche externe
eh bien cette couche externe est saturée dans les trois cas, donc elle est remplie d'électrons. Et ça, c'est vraiment une caractéristique des gaz nobles, et c'est ce qui va expliquer leur inertie chimique, c'est-à-dire, en réalité, une réaction chimique se fait par un échange d'électrons, c'est-à-dire qu'un atome va gagner ou perdre des électrons, et il se trouve que les gaz nobles, étant donné que leur structure électronique a une couche externe qui est saturée en électrons, eh bien, ils ne vont pas chercher à gagner, ni à perdre des électrons, ils sont déjà, on va dire, stables, donc ils possèdent une stabilité électronique, qui permet d'expliquer leur inertie chimique. Alors si on s'intéresse aux autres éléments chimiques, eh bien on va voir que le cas particulier des gaz nobles ne s'applique pas aux autres éléments chimiques, puisque les éléments chimiques d'une façon générale n'ont pas forcément leur couche externe saturée, c'est-à-dire remplie d'électrons. Donc le plus simple, c'est de prendre un exemple. Si on prend l'exemple de l'atome de lithium, par exemple, eh bien, l'atome de lithium, lui, il possède donc 3 électrons au total, dont un électron externe. Regardez, sur la couche L, on voit que l'atome de lithium possède un électron. Alors lui, il va chercher à se rapprocher d'une structure électronique stable, en l'occurrence la structure électronique de l'hélium. Donc, pour obtenir cette structure électronique stable, eh bien, le plus facile va être de perdre un électron. Vous allez me dire, il aurait pu en gagner 7. Mais c'est plus facile de perdre un électron, dans ce cas, plutôt que d'aller en gagner 7. Donc s'il perd un électron, eh bien il va se retrouver avec une structure électronique comme l'hélium de type K2. Donc si on enlève un électron au lithium, on va se retrouver avec l'ion lithium Li+. Alors la charge plus s'explique parce que comme il a perdu un électron, eh bien il va se retrouver avec 3 protons dans son noyau, mais simplement 2 électrons en orbite autour de ce noyau. Comme il a un proton de plus qu'il a d'électrons, eh bien la charge globale, ce sera une charge de plus 1, donc on écrira Li+. Et donc sa structure électronique, ce sera K2. Voilà, donc on se retrouve avec une couche externe saturée, et l'atome de lithium a donc perdu un électron. Pour obtenir la structure électronique de l'hélium, on obtient donc Li+. À noter que les ions positifs, on les appelle des cations. Alors si on prend un second exemple, un autre exemple, l'exemple du chlore. Donc le chlore possède 17 électrons en tout, qui vont se répartir sur 3 couches électroniques, et on va se retrouver avec une structure électronique du type K2L8M7. Alors on voit dans ce cas que il y a une place de libre sur la couche M. Ici, on voit bien sur la couche M, nous avons une place de libre pour un électron. Et bien, c'est ce qu'il va chercher à faire notre atome de chlore. C'est-à-dire qu'il va chercher à gagner un électron de façon à pouvoir saturer la couche M et donc adopter la même structure électronique ici que l'argon. Donc, il va récupérer cet électron. Il va se retrouver donc avec un électron en plus, donc 18 électrons par rapport à son nombre de protons qui est de 17. On a donc une charge négative en excès et on se retrouve avec une écriture du type Cl- et de structure électronique K2L8M8. Donc la couche externe est saturée et on l'a dit, l'atome de chlore a gagné cet électron pour obtenir la structure électronique de l'argon qui est stable. On se retrouve donc avec l'ion négatif Cl- et les ions négatifs, on les appelle des anions. Cela nous amène à définir 2 règles. La première règle, c'est la règle du Duhet. Ça veut dire que tout élément chimique va chercher à obtenir une stabilité, on l'a vu, soit en gagnant, soit en perdant des électrons. Ça nous amène à la règle du Duhet. La règle du Duhet nous indique qu'un élément chimique de numéro atomique qui sera proche de l'hélium, eh bien, va chercher à adopter sa structure électronique, c'est-à-dire K2. On va donc se retrouver avec 2 électrons externes. C'est stable, ce qui veut dire que notre atome aura réussi à se stabiliser en devenant un ion. Pour la règle de l'octet, c'est très similaire à la règle du Duhet, sauf qu'au lieu d'avoir 2 électrons externes, eh bien notre élément chimique va se retrouver avec 8 électrons externes pour se rapprocher des structures électroniques, soit du néon K2L8, soit de l'argon K2L8M8. Alors bien évidemment, ces règles du Duhet et règles de l'octet sont à connaître par cœur et à savoir appliquer.
Les autres connaissances et savoir-faire attendus seront savoir qu'un élément est caractérisé par son numéro atomique Z, reconnaître des noyaux isotopes, donc ça sous-entend connaître la définition de ce que sont des noyaux isotopes, et puis dernière chose, connaître et appliquer les règles du duet et de l'octet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Visionnez-la bien, réfléchissez-y bien, et puis on fera quelques exercices d'application en classe.